On est ensemble jusqu'à 19h. Restez avec nous dans quelques instants. Un débat chaud sur la game de hier du Canadien de Montréal. Et il y a une partie ce soir, évidemment, contre les Red Wings de Détroit. On en parle avec nos deux collaborateurs, Maxime Trouman et Nicolas Cloutier. On va parler également de la Constitution, parce que le dépôt du projet de loi aujourd'hui de la CAQ sur la Constitution du Québec est très controversé, ce dépôt-là, parce que du côté de l'opposition, on se disait, il ne semble pas avoir eu vraiment de consultation. On dirait que Simon-Jolin Barrette est rentré dans son bureau, s'est enfermé, puis la lumière est apparue. On en parle avec Guillaume Rousseau. C'est qui Guillaume Rousseau? Guillaume Rousseau, il a fait partie du comité consultatif sur les enjeux constitutionnels. Bonjour, M. Rousseau. Bonjour. On va se tutoyer, Guillaume, parce qu'on se connaît très bien dans la vie de tous les jours. Guillaume, c'est quoi l'historique de ce projet-là à la base? Parce qu'on dirait que du jour au lendemain, on s'est dit, il va y avoir une constitution, mais ça part d'une idée, et puis c'est des années de réflexion, j'imagine. Ouais, ben à l'origine, c'est dès la Révolution tranquille, donc dans les années 60, Paul Gérin-Lajoie avait eu cette idée-là. Ensuite, Jacques-Yvan Morin, qui est plus tard devenu ministre du Parti québécois. Daniel Turp aussi, au début des années 2000, avait déposé un projet dans ce sens-là. Puis, il y a un an, avec un comité que je co-présidais avec Sébastien Proulx notamment, on a fait un certain nombre de recommandations pour que le Québec s'affirme davantage et chercher une plus grande marge de liberté constitutionnelle. Et notre recommandation numéro un, c'était l'adoption d'une constitution québécoise. Alors, ça fait suite à ce processus historique-là. Tu l'as lu, j'imagine, le document. C'est quoi les grandes lignes? Ouais. Donc, il y a essentiellement quatre lois dans une, si vous voulez. En tout cas, quatre grandes pièces à cette législation. Il y a la Constitution québécoise comme telle. Ensuite, il y a une loi sur l'autonomie nationale. Ensuite, il y a une loi sur le Conseil constitutionnel. Puis ensuite, il y a des modifications à un paquet de lois, dont la Constitution canadienne, par exemple, pour indiquer que le Québec est un État laïque. Euh, Pourquoi tous les partis s'opposent à ça? Là? Parce que, évidemment, il va y avoir, puisque la CAQ est majoritaire, c'est adopté, il va ensuite avoir des consultations. On peut s'opposer après, mais là, on s'oppose au dépôt du projet de loi. Mais effectivement, c'est très inhabituel là, dans un très très fort pourcentage de cas au stade du dépôt, même un parti qui pourrait être contre à la fin, généralement va permettre le dépôt, qui c'est comme en fait permettre le débat. Et là, les partis effectivement d'opposition ont voté contre, donc c'est assez surprenant. En même temps, après ça, on se demandait, puis notamment Antoine Robitaille se demandait si les partis d'opposition allaient carrément boycotter les consultations, ce qui aurait été une suite logique de voter contre le dépôt. Semble-t-il que ce ne sera pas le cas. Donc, bon, c'était peut-être un geste. En fait, moi, j'interprète ça comme si les partis d'opposition auraient voulu être consultés davantage avant le dépôt du projet de loi. Et là, elle s'exprime ce mécontentement-là. Je le comprends, puis ça fait partie de la joute parlementaire, donc moi, je ne suis pas choqué par ça. Par contre, je souhaite vraiment que pour la suite des choses, les partis d'opposition soient constructifs, qu'ils arrivent avec des propositions, que le Parti libéral veuille, par exemple, je ne sais pas moi, le droit des services de santé en anglais pour les anglophones, que le Parti québécois nous propose la création d'une citoyenneté québécoise qui soit liée à la langue française, à une connaissance du français puis au droit de vote, que Québec solidaire nous propose le droit à un logement décent. Bon, on peut imaginer plein de choses que les partis d'opposition pourraient proposer et conditionner leur appui au projet de loi à ce que des amendements aillent dans le sens de ce qu'ils proposent. Donc moi, j'espère que ce sera ça l'esprit, mais bon, à un an d'élection, des fois, la partisanerie prend le dessus. OK. Puis, mais toi, qu'est-ce que tu en penses personnellement? Parce que tu as fait partie de ce comité-là. C'est toi, entre autres, qui a proposé qu'on aille de l'avant avec une constitution. Il doit y avoir du bon, il doit y avoir du mauvais. C'est quoi les bons côtés de cette constitution-là? Commençons avec ça. Oui, ben, il y a vraiment beaucoup de nos recommandations qui sont reprises, honnêtement, donc on ne peut pas se plaindre. Donc, autant l'idée d'une constitution québécoise comme telle. Le deuxième volet, donc une loi, eux autres, ils appellent ça sur l'autonomie nationale. Nous, on appelait ça sur la liberté, donc l'autonomie constitutionnelle. L'autonomie nationale, c'est M. Duhem qui proposait ça. Donc, nous, c'était la liberté constitutionnelle, mais peu importe. Donc, c'est une loi un peu sur le modèle de la loi sur la souveraineté de l'Alberta qui fait en sorte que on surveille de très près le fédéral et dès qu'il y a une annonce de possible ingérence fédérale, tout de suite, l'État québécois se met en ordre de marche. Il peut avoir des directives d'envoyer à tous les organismes québécois pour tout de suite cesser de collaborer avec le fédéral lorsqu'il y a une ingérence. Donc, c'est vraiment un outil pour mieux défendre l'autonomie du Québec. Donc, ça, je trouve ça très positif. L'autre chose qui est très positive, c'est la création d'un conseil constitutionnel.
Parce que quand on parle de Constitution québécoise, ça peut avoir l'air d'un geste d'affirmation, puis c'est présenté comme ça par le gouvernement, mais en fait, ça peut être un piège, parce qu'une Constitution, c'est une loi qui est au-dessus des autres lois, donc qui permet d'invalider les lois qui ne sont pas constitutionnelles au sens formel, mais souvent, la Constitution, c'est des grands principes un peu vagues, donc finalement, ça permet aux juges d'interpréter comme ils veulent la Constitution et d'invalider les lois un peu en fonction des interprétations des juges. Or, les juges, dans notre système, essentiellement, les juges qui rendent des décisions importantes en matière constitutionnelle sont nommés par le fédéral. Donc, une démarche qui se présente comme autonomiste peut en fait résulter en un transfert de pouvoir de l'Assemblée nationale vers des juges nommés par le fédéral. Alors, c'est pour ça que c'était très important de créer un conseil constitutionnel de nomination québécoise aux 2/3 de l'Assemblée nationale qui va être appelé à rendre des décisions sur la Constitution québécoise, également sur les ingérences fédérales, pour que se développe vraiment une jurisprudence un peu alternative. Puis ça, donc, d'un point de vue autonomiste, c'est très bien. Même d'un point de vue fédéraliste, où les fédéralistes sont forcément pour un minimum d'autonomie, c'est bien. Puis même d'un point de vue souverainiste, moi, je trouve ça intéressant parce qu'un jour, s'il y a une démarche souverainiste, voire un oui, il y aura peut-être un jugement de la Cour suprême qui déterminera que c'est légal ou pas. Si on a à côté un conseil constitutionnel qui est en mesure de déterminer en fonction de critères québécois la légalité d'une déclaration d'indépendance ou plus largement une démarche souverainiste, ça peut être intéressant. Donc moi, je pense que chaque courant politique peut se reconnaître dans cette idée-là. Non, puis là, si on retourne le biscuit de l'autre côté, là, y a-tu des affaires, par exemple, qui font un peu moins ton affaire? Ben, je sais qu'il y a une disposition sur la question de l'avortement. Donc, une espèce de disposition qui donne un devoir à l'État de défendre le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et là, je sais qu'il y a des groupes pro-choix, dont Christiane Pelcha, là, qui était coprésidente d'un autre comité que j'ai présidé, là, coprésidé sur la laïcité, qui pense que qu'il n'y a pas de problème à l'heure actuelle avec la liberté de choisir. Et donc, là, en voulant protéger ce droit-là, ben, peut-être qu'on va permettre à des groupes pro-vie de contester ça et peut-être que autrement dit, ça tente de réparer quelque chose qui n'est pas brisé, puis il y a peut-être un risque. Donc là, ça, je sais que ça va être critiqué, cet aspect-là. Donc, il y a peut-être ça qui est effectivement un peu controversé. On connaît pas bien ça, les constitutions, le commun des mortels. Là, on apprenait, par exemple, qu'il n'y a pas de clause d'amendement. Ça veut dire qu'un vote de l'Assemblée nationale peut modifier un article de la Constitution. Ça, est-ce que c'est mou comme disposition ou c'est plutôt classique? Parce qu'on sait, par exemple, que la Constitution du Canada, c'est pas rien qu'un vote de la Chambre des communes là, qui peut rentrer là-dedans. Là. Effectivement. Donc, la Constitution canadienne, c'est compliqué. Il y a certaines parties, c'est seulement le fédéral tout seul peut le modifier. D'autres parties, le Québec tout seul. D'autres parties, le Québec, le fédéral. D'autres parties, le Québec avec le fédéral et d'autres provinces. Donc, tout ça est un peu complexe comme formule d'amendement. Puis, il faut comprendre aussi que dans une fédération, c'est normal que ce soit plus rigide parce que des fois, ça prend les deux ordres de gouvernement, plusieurs États fédérés, ce qu'on ne retrouve pas vraiment dans un État unitaire. Mais n'empêche que dans un État unitaire, il peut effectivement y avoir, comme le Québec, ou ce qui n'est pas une fédération de municipalités, là, il peut y avoir une formule d'amendement un petit peu rigide. Donc, on aurait pu imaginer une modification de la Constitution, par exemple, qui requiert le 2/3 de l'Assemblée nationale. Puis moi, ce que j'avais proposé dans mon rapport sur la laïcité, c'était de dire si l'Assemblée nationale veut bonifier la laïcité, mieux protéger la laïcité, puis ça serait la même logique pour la Charte des droits, la Charte québécoise, ça sera la même logique pour la loi 101. Si l'Assemblée nationale veut bonifier la protection du français, des libertés, de la laïcité, ça devrait être 50% plus un des députés. Parce qu'il faut garder cette flexibilité. Mais si on veut amoindrir la protection du français, de la laïcité ou des libertés individuelles, là, ça prendrait le 2/3 de l'Assemblée nationale. Donc moi, c'est la formule que j'avais proposée. Ça n'a pas été retenu. Bon, je comprends que la tradition parlementaire au Québec, c'est vraiment de laisser une pleine souveraineté au Parlement, parce que là, c'est le même danger que tantôt. C'est-à-dire que si l'Assemblée nationale s'empêche de modifier sa Constitution, ça veut dire que s'il y a un jugement par des juges nommés par le fédéral qui ne fait pas l'affaire de l'Assemblée nationale, puis là, l'Assemblée nationale, ben, il y a la majorité parlementaire est 65%, mais ça prend 2/3, ben là, ça se trouve que ça donne du pouvoir aux juges, moins à l'Assemblée nationale. Donc, c'est aussi délicat, cette histoire d'amendement constitutionnel. Non, ben, en tout cas, c'est beaucoup plus clair pour le commun des mortels. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau, d'être venu nous expliquer ce qui fait peur à tout le monde, mais finalement, c'est bien un bout de papier, cette affaire-là. Merci. Ben, merci à vous, au plaisir. Au plaisir.